effectivement d'un chat qu'on caresse. Il y a eu des recherches qui ont été faites, donc ça se confirme. Il y a un virage thriller dans votre roman, un virage, on va dire, noir, très sombre, puisque notre écrivain débroussaille, il entretient le monastère, il prend d'ailleurs un certain plaisir à s'atteler à ces tâches finalement essentielles, très concrètes. Et puis en débroussaillant le cimetière, il va déterrer un fragment de jambe. Alors là, je cite, tout basculer dans l'horreur. Et une sorte d'angoisse totale commence, et puis aussi une enquête qui va débuter. Alors là, on le suppose, cette irruption du crime, en tout cas d'un fragment de cadavre, il faut le préciser, pas ancien, une jambe, l'état était fraîche, je veux dire, un peu décomposée quand même, mais voilà, elle est là, il y a une chaussure. Quand il voit ça, bon, il la jette, et puis elle disparaît, impossible de la retrouver. Des gendarmes vont enquêter, mais ils retrouvent, en faisant des prélèvements dans le sol, la trace en effet d'ADN, cadavre récent. Alors cette irruption du crime dans un récit très onirique, en tout cas par certains aspects, c'est aussi nourri par vos visites en prison. Ça vous est venu comme ça? Oui, c'est comme tous mes romans, ce sont des romans bleus et noirs, et j'ai besoin de ces deux couleurs. J'ai besoin de la beauté, parce que la beauté me fait oublier que je suis mortel, je suis comme tout le monde, j'ai peur de disparaître un jour, je suis tellement heureux, malgré tout ce qui se passe, de marcher, de rire, de faire un bon repas, de regarder une... Je suis tellement heureux que je voudrais vivre. Oui, toujours, continuer à vivre. Et là, il y a l'irruption de la mort. Et quand j'écris, c'est le seul moment où je n'ai pas peur de mourir, parce que quand tu écris, tu n'es plus René Frény. Tu n'es plus... Alors il y a le mot Frény, bien sûr, il y a une forme de schizophrénie quand on écrit, mais on est un arbre, on est un oiseau, on est une rivière, tout ce qu'on décrit, on le voit sur le mur, c'est une forme d'hallucination consciente. On sait bien qu'on n'est pas un schizophrène quand on écrit, mais on est dans l'hallucination auditive, visuelle, on a l'odeur du champignon, même s'il n'y a pas eu de champignon en automne, on a le bruit des oiseaux, on a tout sur le mur. Et cette hallucination, eh bien, elle me permet d'oublier que je suis René Frény, puisque je deviens un chêne, un noyer, je deviens un rat, je deviens un caillou. Et pour préciser que je suis un rat ou un caillou, j'oublie que je suis l'homme que je suis, et je deviens immortel. Et c'est ce qui me soulage le plus, de devoir mourir un jour, d'être quelqu'un de mortel. Quand j'écris tous ces mots, eh bien j'ai l'impression que, moi qui écris aussi avec ma main et mon stylo, je fais tomber de la table toute ma peur, la peur de mourir, et puis je ne pense qu'aux cailloux, à l'arbre, aux poissons, aux personnages de mes livres. Et là, je suis pendant quelques heures immortel. Et comme l'a dit Franck tout à l'heure, on ne se rend pas compte qu'on est assis, on se dit on fait rien, on se repose. Et 3 heures après, quand tu te réveilles, quand tu sors de cette hallucination, tu es dans un état d'épuisement, et pourtant tu n'as pas bougé. Il y a 3 ans, j'ai écrit pendant 5 ou 6 heures, ce qui m'est jamais arrivé, parce qu'au bout de 2 heures, je suis fatigué. Et j'ai écrit pendant 5 ou 6 heures sans m'arrêter, et j'ai eu besoin d'aller faire pipi. Je suis allé au cabinet faire un pipi, et j'étais tellement fatigué que je me suis assis comme une femme, et je n'arrivais plus à me relever. Je n'arrivais plus. Mes jambes étaient en coton, j'étais comme dans une grande hypoglycémie. J'avais tellement mangé de sucre dans ma tête et partout, j'avais tout mangé, ce que j'avais dans le corps, en écrivant, tout en restant immobile. Je me suis traîné au frigidaire, et j'ai mangé avec 2 doigts un pot de confiture entier. J'ai senti que j'avais... mes jambes, c'est-à-dire cette concentration, quand on écrit, visuelle, auditive, cette hallucination, ça mange une énergie, on ne peut pas imaginer combien. Plus que si j'avais joué au tennis ou au football pendant 4 heures. C'est ça l'écriture, c'est une énergie colossale. Parce que vous vivez sans doute ce que vivent vos personnages, et là, votre personnage, en découvrant ce fragment de cadavre, il voit cette existence, son existence basculer tout à coup dans l'horreur. Et est-ce que c'était pour aussi montrer que, même si on s'éloigne, si on vit une vie d'ermite, loin des horreurs des hommes, finalement, elles finissent toujours par nous rattraper?
Oui, mais l'horreur est là, puisque, je vous le disais, on a tué 60% des espèces vivantes en 40 ans. Moi, je suis maintenant dans une maison au bord de la colline, à Villon-sur-Verdon. Il y avait un maraîcher. Un maraîcher, il a fait comme tout le monde. Il a mis du désherbant, il a mis de l'insecticide, il a mis... Quand je suis arrivé, j'ai pu planter des tomates et des fraises. La terre était morte. Il n'y avait plus un seul ver de terre. Et 5 ans plus tard, il y a des vers de terre partout, tout est oxygéné, la terre se soulève, la terre... Mais les paysans, à part le petit paysan bio, on a tué 90% de la surface des terres. Donc j'ai envie de parler de ça, j'ai envie de parler de la vie dans mes livres. Et, pour revenir à cette jambe, ben, la jambe, c'est nous les prédateurs. Cette jambe, elle symbolise tout ce que nous avons fait, tout ce que nous continuons à faire. Hein. Tout ce que nous continuons. Et c'est peut-être pas mal qu'il y ait un virus aujourd'hui, parce que je m'aperçois qu'on consomme un peu moins, on prend moins l'avion, on prend moins les bateaux, et finalement c'est bon pour la planète, parce que moi je suis plutôt décroissant depuis quelque temps. On consomme moins. Moi, il y a belle lurette que je consomme très peu, je peux vivre avec presque rien, je ne sais même pas si j'ai 1000 euros ou 1500 euros sur mon... Et je m'en fous. Je pense que nous avons tellement détruit qu'il faut changer de vie, changer de vie. Donc, cette jambe, ça résume toute l'humanité. Nous sommes quand même des assassins. Et il est temps, justement, de changer de mode de vie. Et les prisonniers que je vois, on dit on les met en prison parce que ce sont des prédateurs, mais les prédateurs sont partout. Je pense que celui qui passe sa vie dans des avions pour aller à droite à gauche, il fait encore plus de mal que celui qui va tuer un mec dans sa vie. Une assertion qui fait réfléchir. On va arrêter de prendre l'avion alors. J'ai relevé précisément un passage qui illustre parfaitement ce que vous venez de dire. Alors je peux le lire vous-même, comme vous préférez. Ok. J'avais grimpé au cœur d'un arbre et je regardais ébloui la féerie du monde. Qui aurait pu se douter, face à tant de beauté, à l'intelligence si parfaite de toutes ces couleurs, à cette explosion de vie, que nous avions rendu en quelques années cette planète malade. Il y a 100 000 ans, des hommes avaient regardé comme moi, peut-être perchés dans des arbres, ce spectacle grandiose. Étions-nous trop prétentieux, trop bêtes, pour dédaigner ainsi cette beauté, pour la saccager? Des hommes étaient venus sous le monastère se débarrasser d'un corps. Bientôt la terre se débarrasserait de nous et poursuivrait son voyage vers d'autres éblouissements. Devais-je alors m'inquiéter pour un cadavre de plus ou de moins? Solex, elle, n'avait qu'un but pour l'heure, taquiner du bout de sa patte le bout de ma main. Oui, moi j'aime les petites choses comme ça, parce que je suis tellement effrayé. Le soir, je fais du feu dans mon poêle à bois, et ma petite chatte vient sur mes genoux. Je suis tellement bien à ce moment-là que je me dis parfois, il faudrait faire un roman. Un homme décide de supprimer toute l'humanité pour permettre à toutes les espèces vivantes. J'ai eu un peu l'idée de faire un roman comme ça, où un homme aurait l'idée de supprimer, par un virus ou par des virus, toute l'humanité. Pour sauver finalement, non pas la planète qui se sauvera, mais pour sauver toutes les espèces vivantes. Et puis je me suis dit, non, c'est trop machiavélique, malgré tout, j'ai des filles, j'ai 2 filles, il y a quelques personnes que j'adore, donc elles feraient partie de cette humanité qui disparaît. Mais j'en suis là parfois. Je suis tellement heureux quand je marche dans les collines de voir tout cet équilibre, cette subtilité, ces odeurs, que je me dis peut-être qu'il faudrait que nous disparaissions, tous. En écrivant, vous faites aussi le contraire, c'est peut-être forcément un exutoire par rapport à ces pensées qui sont, il faut le dire, sombres. D'ailleurs, peut-être que votre lectrice de Saint-Malo n'a pas 100% tort. Mais depuis, je me suis soigné, parce que je suis allé voir le psychiatre d'Aix. Mais en tout cas, j'essaie de mettre les deux, mes grandes angoisses face à ce que nous avons fait, et puis... Je l'ai senti un soir en sortant des Baumettes. Je sortais d'une prison où j'avais rencontré 12 assassins, etc., que je vois depuis des années. Et j'ai repris ma voiture et je prenais la corniche, parce que je crois que dans le monde, il n'y a pas beaucoup de rades aussi belles que la rade de Marseille, de la Pointe Rouge à l'Estaque. Et je voyais justement ce ballon rouge qui rentrait dans la mer. C'était tellement beau, je me suis arrêté et j'ai regardé jusqu'à la nuit le soleil qui se couchait sur la rade de Marseille, et je sortais de la prison peut-être la plus sale d'Europe, où il y a des rats, des cancrelats, des pédophiles, des assassins. Et je me suis dit, ben voilà finalement ce qu'il faut que j'arrive à mettre dans mes romans,
la puanteur des Baumettes, les rats des Baumettes, la méchanceté, et en même temps, ces soi-disant monstres, ils ne sont pas plus monstrueux que chacun de nous. Et puis à la beauté de cette rade, je me suis dit, voilà, tout le roman est là. La beauté d'un coucher de soleil sur Marseille, et puis la puanteur des Baumettes. Ce pouvoir de l'écriture aussi, vous avez voulu le transmettre à des détenus. On en a un petit peu parlé. Vous avez animé des ateliers d'écriture entre 1990 et 2010. Et vous en avez tiré un petit livre qui est juste à côté. Je vais aller le chercher pendant que vous répondez à la question pour le montrer à notre public. Mais c'était important aussi pour vous de consigner cette expérience dans un écrit spécifique, plutôt que de le laisser distiller au fil de votre inspiration dans vos romans. C'est Antoine Gallimard, le patron de Gallimard, qui m'a dit il y avait une collection dans les années 30 qui s'appelait Tract. C'est un petit tract de 50 pages. Et d'ailleurs, je ne dis pas ça parce que sa fille est là, mais c'est Jonot qui avait écrit le premier texte qui est devenu un tract. Ça s'appelait Refus d'obéissance. C'est un texte que je vous conseille de lire, Refus d'obéissance, où il parle de sa peur pendant la guerre de 14, ce qui a déterminé sa vie et qui l'a rendu pacifiste. C'est un texte éblouissant de littérature et d'humanité, Refus d'obéissance. Et Antoine Gallimard m'a fait l'hommage de me dire « Écrivez-nous un tract, non pas philosophique, sociologique, mais comme vous parlez, comme vous écrivez, simplement. » Et j'ai écrit ces carnets de prison, ce tract, où je raconte ma révolte contre l'injustice. Parce que, qu'est-ce qu'il y a en prison? Il y a 98% de pauvres, d'enfants de pauvres, et c'est pour ça qu'ils sont en prison. Parce qu'ils sont illettrés, parce qu'ils sont nés dans le mauvais quartier, au mauvais moment, parce qu'ils sont rentrés au CP avec 700 mots de moins que d'autres, parce que leur père est déjà au Baumettes, parce que leur oncle fait déjà du trafic à 20 ans, parce que leur mère ne sait pas lire, et c'est pour ça qu'ils sont. Et puis il y a des gens, quand j'ai vu sortir Balkany de prison... J'allais vous en parler. Quand je l'ai vu sortir, il avait perdu quelques kilos, il est allé faire une cure d'amaigrissement. Il est sorti parce qu'il n'allait pas au cabinet le matin, il était constipé. Il est sorti de prison, mais il a pris 4 ans de prison, sa femme est en pleine forme, elle est dehors. Je ne dis pas ça par militantisme, je ne suis plus un militant. Mais parfois il m'arrive d'être révolté. Je connais 2 cancéreux au Baumettes, ils sont encore en prison, ils ont le cancer. Ils ont des traitements, mais ils restent en prison. On les fera sortir en phase terminale. Et je trouve ça quand je vois Balkany qui sort de prison, parce qu'il est monsieur Balkany. Hein, je ne juge pas ce qu'il a fait, ça ne me regarde pas, je m'en fous, j'ai vu pire. Mais malgré tout, quand on prend 4 ans, quand on est madame ou monsieur Balkany, eh bien on fait les 4 ans de prison, comme tout le monde. Pourquoi il y aurait 2 poids et 2 mesures? Et donc ça me révolte toujours. Parce que je sais que mon père a fait 1 an de prison, parce qu'il travaillait à la gare, il nettoyait les wagons. Et s'il aurait été M. Balkany, il ne serait jamais allé. Combien il y a de Balkany qui ont fait une grande fortune pendant la guerre en vendant des matériaux aux Allemands? Mon père n'avait pris que 8 kilos de marchandises pour nourrir sa famille. Donc je suis toujours resté un révolté, même si je ne suis plus un militant politique. Je l'ai été. J'ai été pas mal déçu par le militantisme, par le communisme. Et aujourd'hui, je reste un révolté. Merci beaucoup René.